Imaginez un peu. Le printemps arrive, vous sortez dans votre jardin rempli d'espoir, et là, vous découvrez des branches noircies, des arbres malades et des massifs qui ne se sont jamais réveillés. Un tableau familier, n'est-ce pas? Bien souvent, la cause de cette catastrophe printanière réside dans ce que vous avez fait, ou n'avez pas fait, en octobre. Aujourd'hui, nous allons décrypter 10 erreurs fatales commises au jardin en automne, des erreurs qui se paieront très cher au printemps. Et je vous promets que certaines d'entre elles vont réellement vous surprendre, car elles se cachent souvent sous l'apparence de bons gestes d'entretien. Beaucoup de jardiniers voient en octobre comme le mois des dernières tâches. La récolte est finie, les feuilles sont ramassées, on peut se reposer jusqu'au printemps. Mais en réalité, octobre n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la rampe de lancement pour la saison suivante. C'est maintenant que se préparent la santé, la vigueur et la beauté future de votre jardin. Les erreurs commises durant cette période ne se contentent pas de nuire à l'esthétique. Elles affaiblissent l'immunité des plantes et créent des conditions idéales pour les maladies et les parasites. Alors, voici l'erreur numéro 1, celle qui se fait passer pour un geste écologique. Et si je vous disais que l'action la plus instinctive de l'automne, laisser les feuillets mortes au jardin, est en réalité un véritable sabotage pour vos futures récoltes? Beaucoup pensent, c'est une isolation naturelle, un paillis gratuit. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais en fait, vous êtes en train de créer de vos propres mains le refuge hivernal parfait pour toutes sortes de maladies et de nuisibles. Sous ce tapis dense et humide de feuilles se forme un véritable effet de serre. L'humidité, l'obscurité et le manque de ventilation constituent des conditions idéales pour l'hivernage des spores de champignons. C'est là que les agents de la tavelure sur les pommiers, de la cocomycose sur les cerisiers et de l'oïdium sur les arbustes attendent patiemment la fin de l'hiver. Et au printemps, avec les premières chaleurs, toute cette armée de pathogènes se jettera avec une nouvelle vigueur sur les jeunes pousses et les fleurs. De plus, les limaces adorent hiverner et pondre leurs œufs sous ces feuilles en décomposition. Au printemps, elles seront les premières à partir à la chasse à vos ostas et à vos choux. Le gazon, lui, en souffre particulièrement. Sous une épaisse couche de feuilles gorgées d'humidité, l'herbe étouffe tout simplement et finit par pourrir. Résultat, au printemps, au lieu d'une pelouse verdoyante et luxuriante, vous découvrirez de disgracieuses plaques jaunes. Bien sûr, certains rétorqueront « Mais en forêt, personne ne ramasse les feuilles. C'est juste !» Mais votre jardin n'est pas une forêt sauvage, c'est un écosystème créé par l'homme, abritant des plantes cultivées vulnérables. Où voyez-vous les choses différemment? Passons à la deuxième erreur, celle qui, à première vue, ressemble à une preuve de diligence et de bon entretien. Imaginez la scène. Sécateur en main, vous vous attachez à donner à votre jardin un aspect net et ordonné avant l'hiver. Vous vous sentez comme un bon jardinier, n'est-ce pas? Et si je vous disais que, dans la majorité des cas, cette taille n'est pas un geste de soin, mais qu'elle inflige de graves blessures à vos plantes? La logique semble évidente. Éliminez tout ce qui est superflu pour que vos arbustes et arbres aient l'air propre et soigné. Cependant, pour la plante elle-même, une telle procédure en octobre est une véritable source de stress et une tromperie. Une coupe fraîche, surtout par temps doux, est un signal d'action, une invitation à la croissance. Au lieu d'entrer progressivement en dormance, la plante va puiser dans ses dernières de leurs réserves pour stimuler l'éveil de nouveaux bourgeons et la pousse de jeunes rameaux. Ces pousses n'auront tout simplement pas le temps de mûrir et de souter avant l'arrivée des vraies gelées. Résultat, au printemps, vous découvrirez des extrémités de branches noircies et gelées. Mais le danger principal ne s'arrête pas là. Chaque coupe effectuée par temps humide en automne est une porte ouverte aux infections. Les spores de champignons, vecteurs du chancre ou de la cytosporiose, n'attendent que cette opportunité. L'immunité de la plante est déjà affaiblie, la circulation de la sève ralentit, et elle ne peut pas lutter efficacement contre l'infection. En somme, vous infectez vous-même l'arbre qui, au printemps, devra être traité longuement et peut-être même en vain. Alors, cet ordre automnal vaut-il un tel risque?
à moins que vous ne pensiez que la taille sanitaire en automne soit absolument nécessaire. Vous voulez préparer votre jardin pour le long hiver, lui donner des forces. Et quoi de mieux, pensez-vous, que de répandre généreusement de l'engrais? Mais attention, même avec les meilleures intentions du monde, voici une erreur que commettent les jardiniers les plus attentifs, une erreur qui peut se révéler fatale. Nous parlons ici des apports d'engrais riches en azote. Retenez bien, l'azote est une hormone de croissance. Il est responsable de la verdure luxuriante, des feuilles charnues et des jeunes pousses. En été, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Mais en octobre, c'est une catastrophe. Apporter de l'azote en automne, c'est comme donner l'ordre en avant, pousse, à un soldat qui a reçu l'ordre de dormir. La plante, qui devrait déjà se préparer à l'hibernation hivernale, ralentir tous ses processus et diriger son énergie vers ses racines, reçoit soudain un coup de fouet. Elle se met à développer activement sa masse verte. Et que se passe-t-il ensuite? Apparaissent des pousses tendres et gorgées d'eau, absolument pas prêtes à affronter le gel. La première gelée sérieuse les transformera en une masse noire et sans vie. Mais ce n'est pas le pire. Le plus grave, c'est que la plante aura gaspillé pour cette croissance inutile de précieuses ressources, pourtant essentielles à une bonne hibernation. Elle entrera dans l'hiver affaiblie et épuisée. En automne, vos plantes ont besoin de phosphore et de potassium, des éléments qui renforcent les racines et augmentent leur résistance au gel. L'azote, lui, est votre principal ennemi. Pensez-vous toujours qu'un apport d'engrais en automne est toujours une bonne chose? Parlons d'une erreur que l'on commet par un faux sentiment de sécurité. En octobre, il pleut souvent, et on a l'impression que la terre est suffisamment gorgée d'eau pour tout l'hiver. Pourquoi arroser davantage? C'est l'une des idées reçues les plus dangereuses qui, au printemps, pourrait vous coûter votre thuya ou votre genévrier préféré. En fait, il existe un phénomène qu'on appelle la sécheresse physiologique hivernale. Cela semble compliqué, mais l'idée est simple. Les conifères et les plantes persistantes, contrairement aux caducs, continuent d'évaporer de l'humidité même en hiver. Ce processus est particulièrement intense, appelé transpiration, lors des journées ensoleillées et venteuses de fin février et de mars. Maintenant, imaginez, le soleil tape fort, les aiguilles évaporent activement l'eau, mais le sol est encore gelé. Les racines ne peuvent tout simplement pas puiser l'humidité du sol glacé. La plante commence littéralement à se dessécher sur pied. C'est pourquoi, au printemps, nous voyons des conifères, non pas gelés, mais précisément desséchés et roussis. Ce n'est pas une brûlure due au gel, c'est une brûlure due à la déshydratation. Les jeunes plantations de l'année sont particulièrement touchées, et bien sûr, toutes les plantes persistantes, thuyas, genévriers, épicéas, pins, rhododendrons et buis. Un arrosage copieux et en profondeur en automne imprègne la terre, créant ainsi cette réserve d'eau stratégique qui les sauvera de la déshydratation hivernale. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un thuya roussi au printemps, vous saurez que le problème ne vient probablement pas d'un hiver rigoureux. Et vous? Avez-vous déjà rencontré ce problème dans votre jardin? L'erreur suivante, et non des moindres, consiste à négliger la protection de l'essentiel, le tronc de l'arbre. Nous observons l'écorce épaisse d'un pommier ou d'un prunier et nous nous disons « Mais qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? Elle est si robuste !» Cette confiance aveugle peut vous amener, au printemps, à découvrir sur les troncs de profondes fissures, des fentes de gel et même des zones d'écorce nécrosée. L'ennemi numéro 1, c'est le soleil de février et de mars. En pleine journée, sous un soleil éclatant, l'écorce foncée des jeunes arbres peut atteindre 10 à 15 degrés Celsius. À l'intérieur du tronc, la sève commence à monter, les cellules se réveillent, mais dès que le soleil se couche, la température chute brutalement, passant à -10, voire -20 degrés. La sève liquide contenue dans les cellules gèle instantanément, se transforme en glace
et déchire littéralement les tissus de l'écorce. C'est ainsi qu'apparaissent ces fissures longitudinales que l'on nomme fentes de gel. Le deuxième ennemi, ce sont les rongeurs. Souris et lièvres affamés, en hiver, ne dédaigneront pas la tendre écorce des jeunes plants. Ils peuvent ronger le tronc sur tout son pourtour, ce qui équivaut à un arrêt de mort pour l'arbre. Alors, que faire? La réponse est simple comme bonjour, le chaulage. La couleur blanche de la chaux reflète les rayons du soleil, empêchant l'écorce de surchauffer pendant la journée. Cela atténue les brusques écarts de température et protège des brûlures et des fissures. Quant aux rongeurs, une grille de protection spéciale ou l'enveloppement des troncs avec des rameaux de conifères les éloignera. En renonçant à ces gestes simples, vous laissez en somme vos enfants sans défense face à de rudes épreuves. Et pourtant, au printemps, soigner les blessures sur un tronc est bien plus difficile que de les prévenir à l'automne. Intéressons-nous maintenant au véritable sanctuaire du jardinier, sa serre. Les récoltes de tomates et de concombres sont terminées, les pieds arrachés, et on pourrait croire que le travail est plus ni fini. La tentation est grande de simplement fermer la porte jusqu'au printemps. Stop! En agissant ainsi, vous ne mettez pas votre serre en hivernage, vous la transformez en un véritable incubateur à maladies et à nuisibles. Rappelez-vous, de quoi ont souffert vos tomates cet été? Du mildiou? De la cladosporiose? Et vos concombres ont-ils été envahis par les araignées rouges? Toutes les spores de champignons, les œufs et les larves de ces nuisibles ne sont pas partis. Ils sont restés bien au chaud sur les débris végétaux, dans la couche supérieure du sol, sur les structures de la serre elle-même, dans les fissures et les joints. L'espace clos de la serre leur offre des conditions idéales pour passer l'hiver. Pas de fortes gelées, pas de vent, pas de pluie diluvienne. Et que se passe-t-il au printemps? Dès les premiers rayons de soleil, toute cette armée d'ennemis se réveille et s'attaque avec un appétit féroce à vos jeunes plants et semis tout frais. Vous vous étonnerez, mais d'où vient encore ce mildiou? J'avais pourtant acheté des graines saines. Eh bien, il n'était jamais vraiment parti. Il a simplement passé l'hiver confortablement, bien au chaud, dans votre propre serre. C'est pourquoi le grand nettoyage d'automne et la désinfection ne sont pas un simple caprice, mais une nécessité absolue. Il faut retirer absolument tous les débris végétaux, laver les structures de la serre de fond en comble et surtout traiter le sol ou en remplacer la couche supérieure. C'est une tâche ingrate, certes, mais elle vous épargnera une foule de soucis, des dépenses inutiles en produits et surtout, elle sauvera votre future récolte. Et vous, nettoyez-vous toujours votre serre à l'automne? Parlons de la reine du jardin, la rose. Que d'erreurs sont commises par excès d'amour ou par crainte pour elle. Le réflexe du jardinier, dès les premiers frimas, on se précipite pour les couvrir. On utilise des branchages de conifères, des voiles d'hivernage, des caisses, et bien souvent, cette protection est mise en place beaucoup trop tôt. Dès le début, ou la mi-octobre, alors que le soleil brille encore généreusement en journée et que les températures restent positives. On pense bien faire en les protégeant, mais en réalité, vous créez pour la rose un véritable piège mortel. Sous cette couverture étanche, par temps doux, un effet de serre se produit. Au lieu de se préparer au repos hivernal, la rose continue de végéter. Ses bourgeons gonflent et parfois même de jeunes pousses apparaissent. La plante ne réalise pas que l'hiver est là et ne peut pas s'endurcir naturellement. Et puis, l'inévitable arrive, un vrai gel persistant s'installe. C'est alors un choc terrible pour la rose non préparée, ramollie. Les jeunes pousses, maloutées, noircissent instantanément et périssent. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que sous cette couverture, à cause de l'humidité ambiante et de l'absence d'aération, des maladies fongiques se développent activement, provoquant la pourriture du collet. Au printemps, lorsque vous retirez la protection, vous découvrez des branches noircies recouvertes de moisissures. Retenez bien ceci, les roses redoutent moins le gel que le pourrissement. De légères gelées, jusqu'à -5 ou 7 degrés, leur sont même bénéfiques. Elles aident la plante à s'endurcir et à entrer définitivement en dormance. Il ne faut pailler ou protéger les rosiers que lorsque des températures négatives stables
s'installent pour de bon, et non au premier signal du calendrier. Abordons maintenant une erreur flagrante, souvent ignorée. Nous avons récolté, arraché les mauvaises herbes, et les parcelles semblent vides et sans vie. On pourrait penser qu'il n'y a plus rien à faire avec la terre avant le printemps. Pourtant, laisser la terre passer l'hiver sous forme de blocs compacts et tassés est une grave erreur aux conséquences lointaines. Premièrement, nous créons des conditions idéales pour l'hivernage des nuisibles. Les larves de hannetons, les vers fils de fer, les chenilles de noctuelles, tous s'installent confortablement dans la couche supérieure du sol pour s'attaquer avec une vigueur renouvelée aux racines de vos plantes au printemps. Lorsque vous retournez vos plates-bandes en automne, vous remontez ces locataires déjà à la surface. Ici, soit les premières gelées les élimineront, soit les oiseaux les dévoreront. C'est la méthode la plus écologique et la plus efficace pour réduire la population de nuisibles. Deuxièmement, un sol compact et non travaillé absorbe mal l'humidité. Les pluies d'automne et la neige fondue du printemps s'écouleront simplement en surface au lieu de pénétrer en profondeur jusqu'aux racines. En revanche, une terre bêchée et ameublie agit comme une éponge. Elle accumule cette précieuse humidité, créant des réserves pour le printemps. Et troisièmement, l'aération. Les racines des plantes, même en dormance, ont besoin d'oxygène. Un sol dense les prive de cette possibilité. Le bêchage d'automne, sans casser les mottes, c'est important, sature le sol en oxygène et améliore sa structure. Pendant l'hiver, sous l'action du gel et de l'humidité, ces grosses mottes se désagrégeront d'elles-mêmes en fines particules. Au printemps, vous aurez ainsi une terre meuble, vivante et parfaitement prête pour les semis. Et vous, bêchez-vous votre potager à l'automne ou considérez-vous cela comme une tâche superflue? Parlons d'une erreur courante concernant nos fidèles compagnons. Les outils de jardinage. La saison est finie, la fatigue l'emporte. Et c'est ainsi qu'un sécateur maculé, une pelle couverte de terre collante et un râteau encombré de brins d'herbe sont rangés à la remise jusqu'à l'année prochaine. Une scène familière, pas vrai? Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple négligence. C'est en fait poser une bombe à retardement sous la santé de votre futur jardin. Imaginez que vous ayez coupé une branche atteinte de moniliose ou de chancre noire. Des millions de spores fongiques invisibles sont restés sur la lame du sécateur. Maintenant, elles partent hiverner avec l'outil. Et au printemps, vous reprenez le même sécateur pour tailler un arbre sain. Que se passe-t-il alors? Vous inoculez la maladie de vos propres mains. Vous contaminez une plante après l'autre, et vous vous étonnez ensuite que votre jardin soit malade malgré tous les traitements effectués. Il en va de même pour les pelles, les fourches et les sarcloirs. Des particules de terre y restent, potentiellement chargées d'agents pathogènes responsables de la pourriture des racines ou de la fusariose. En passant d'une parcelle à l'autre, d'une culture à l'autre, vous devenez le principal vecteur d'infection pour l'ensemble de votre jardin. C'est pourquoi le nettoyage et la désinfection des outils à l'automne ne sont pas une question d'esthétique, mais une question de sécurité phytosanitaire. Il faut nettoyer minutieusement toutes les surfaces de travail, en les débarrassant de la terre et des résidus végétaux, puis les traiter avec une solution désinfectante, alcool, chlorhexidine ou des produits spécifiques. Et ce n'est qu'après cela, après avoir lubrifié les parties métalliques avec de l'huile pour les protéger de la rouille, que vous pourrez envoyer votre équipement à un repos bien mérité. Cette simple règle vous épargnera bien des efforts et vous assurera une meilleure récolte la saison prochaine. Parlons maintenant de cette baie sucrée qu'est la fraise, ou plus précisément le fraisier des jardins. À l'automne, beaucoup de jardiniers adoptent une approche radicale. Ils prennent une faux ou un coupe-bordure et efforent toutes les feuilles à ras du sol. L'idée est que les vieilles feuilles peuvent être porteuses de maladies, et qu'il vaut mieux tout éliminer pour favoriser la pousse de nouvelles feuilles saines au printemps. Cela semble logique, mais en réalité, c'est un stress énorme pour la plante, qui peut vous priver d'une part importante de votre récolte. Le fait est qu'en octobre, et même en novembre, tant que la neige n'est pas tombée, le fraisier ne dort pas. Le processus de photosynthèse continue dans ses feuilles. La plante accumule activement des nutriments et des sucres
qu'elle stocke dans son rhizome et au niveau du collet. C'est sa réserve stratégique d'énergie pour l'hiver et pour le démarrage printanier. C'est précisément grâce à ces réserves que les bourgeons floraux se forment au printemps, jetant ainsi les bases de votre future récolte. Alors, que se passe-t-il lorsque nous fauchons toutes les feuilles? Nous privons le fraisier de ses panneaux solaires, de son usine de production d'énergie. La plante entre en hiver affaiblie, sans la réserve de force nécessaire. Au printemps, elle fera bien sûr de nouvelles feuilles, mais cela demandera beaucoup d'énergie, qui aurait pu être consacrée à la formation des fraises. Au final, les pieds seront plus faibles et la récolte significativement plus modeste. À l'automne, il ne faut retirer que les feuilles malades, sèches ou endommagées, et ce, délicatement, à la main, sans abîmer le collet. Le fauchage complet est une mesure tolérée uniquement sur des plantations très anciennes, négligées et malades, et encore pas à l'automne, mais immédiatement après la fructification. Et vous, comment traitez-vous vos fraisiers? La prochaine erreur concerne le cœur de tout jardin biologique, le tas de compost. Beaucoup de jardiniers le considèrent comme une poubelle universelle. Tout ce qui a poussé dans le jardin doit y retourner. Cela ressemble à un cycle naturel parfait. Pourtant, cette logique peut transformer votre monticule de or noir en une véritable bombe biologique. La pratique la plus dangereuse est de jeter des plantes malades dans le compost. Par exemple, le feuillage de tomates et de pommes de terre atteint du mildiou. Les spores de ce champignon sont incroyablement résistantes. Dans les conditions chaudes et humides d'un tas de compost, non seulement elles ne meurent pas, mais elles prospèrent et se multiplient. Il en va de même pour les feuilles de pommier atteintes de la tavelure, les groseilliers à maquereaux avec l'oïdium ou les phlox avec la tache foliaire. Quel est le résultat? Vous passez une année entière à soigner votre compost et au printemps, vous prenez cet engrais grouillant d'agents pathogènes et le répandez avec amour au pied de vos plantes saines. Vous contaminez tout votre jardin de vos propres mains. C'est comme se soigner avec un médicament qui contient un virus. Retenez la règle d'or. Ne mettez au compost que des résidus végétaux sains. Tout le feuillage malade, les feuilles et les fruits atteints doivent être brûlés sans pitié ou éliminés en dehors du jardin. Il ne faut pas risquer la santé de tout votre jardin pour une économie de matière organique si discutable. Votre tas de compost doit être une source de vie, pas un foyer d'infection. Triez-vous vos déchets avant de les mettre au compost? Parlons maintenant du tapis vert de notre jardin, la pelouse. À l'approche d'octobre, l'enthousiasme pour la tonte diminue. Non seulement on n'a plus vraiment envie de sortir la tondeuse, mais en plus, l'herbe pousse déjà moins vite. Pourtant, beaucoup commettent l'erreur d'arrêter la tonte trop tôt, laissant la pelouse passer l'hiver hirsute, avec des brins d'herbe de plus de 10 centimètres. On se dit, quelle importance, tout repoussera bien au printemps. Mais cette idée reçue peut entraîner de graves problèmes. Quand la neige tombe et s'accumule sur cette herbe haute, elle la plaque irrémédiablement au sol. Il se forme alors une couche dense et humide, sous laquelle la circulation de l'air est quasiment inexistante. Ce sont des conditions idéales pour le développement de la fameuse pourriture des neiges, ou fusariose des neiges, une maladie fongique dangereuse qui attaque particulièrement l'herbe affaiblie. Au printemps, lorsque la neige fond, vous découvrez sur votre pelouse de vilaines taches gris-blanc ou rosâtres composées d'herbes collées et mortes. C'est le résultat direct de ce pourrissement. Ces zones se transforment alors en plaques dénudées qu'il faudra ensuite longuement restaurer en ressemant de nouvelles graines. La hauteur optimale de la pelouse avant l'hiver est d'environ 5 à 7 cm. À cette hauteur, l'herbe est suffisamment courte pour ne pas s'agglomérer sous la neige et permettre une bonne aération, mais aussi assez longue pour protéger efficacement le système racinaire du gel. C'est pourquoi la dernière tonte doit être effectuée environ 2 semaines avant l'arrivée des gelées persistantes, afin que l'herbe ait le temps de repousser légèrement et de se fortifier. Alors, ne soyez pas paresseux, votre pelouse vous remerciera au printemps. Enfin, la dernière de notre liste, et non la moins importante, concerne cette fièvre acheteuse qui s'empare parfois des jardiniers.
L'automne est la période des promotions en jardinerie, et la tentation est grande d'acquérir la plante de ses rêves à un prix attractif. Mais l'achat, et surtout la plantation de végétaux à racines nues fin octobre ou en novembre, c'est comme une roulette russe pour le jardin, avec des enjeux considérables. Une plante, surtout si elle est à racines nues, a besoin de temps pour s'enraciner après la plantation. Elle doit avoir le temps de développer de nouvelles radicelles absorbantes qui la nourriront pendant l'hiver et lui assureront un bon démarrage au printemps. Pour cela, un sol suffisamment chaud est essentiel. Lorsque la température du sol descend en dessous de 4 à 5 degrés Celsius, le système racinaire ralentit considérablement son activité, voire entre en dormance. Que se passe-t-il alors en cas de plantation tardive? Le jeune plant n'a tout simplement pas le temps de s'ancrer dans le sol. Il affronte l'hiver sans être correctement enraciné. En hiver, le vent le dessèche, le gel le transperce, et au printemps, les eaux de fonte peuvent le déchausser du sol. Un tel végétal mourra le plus souvent, ou alors végétera longtemps avec un retard de croissance notable. Au printemps, vous risquez de vous retrouver face à un simple bâton sans signe de vie, à vous demander ce qui a bien pu clocher. Le moment optimal pour planter des végétaux à racines nues se situe donc entre fin septembre et la première moitié d'octobre, lorsque le sol est encore suffisamment chaud mais que la plante commence déjà sa période de repos végétatif. Si, malgré tout, vous avez fait l'acquisition d'un plant tardivement, il est bien plus sûr de ne pas le mettre en pleine terre. Préférez le mettre en jauge pour l'hiver. Couchez-le en position inclinée dans un endroit abrité du vent et recouvrez généreusement ses racines de terre et de tourbe. Et vous, avez-vous déjà craqué pour des plants lors des promotions d'automne? Mais le plus étonnant, c'est que les conséquences les plus désastreuses sont souvent le résultat d'actions qui, à première vue, nous paraissent de bonnes. Prenez l'exemple de la fertilisation azotée. Vous êtes persuadé de bien faire, mais en réalité, vous ne faites que stimuler la croissance de jeunes pousses qui seront irrémédiablement détruites par le gel. Ou encore, couvrir vos rosiers trop tôt. Vous cherchez à les protéger, mais vous créez en fait des conditions propices à leur étouffement et à leur pourriture. C'est un véritable comble, une ironie du sort, quand votre bonne intention se retourne contre vos plantes. Ce sont précisément ces menaces insidieuses qui causent le plus de dégâts. Au printemps, on cherche la cause dans la météo ou les maladies, alors qu'elle résidait en fait dans nos actions de l'automne. Vous l'aurez compris, octobre n'est pas un mois de repos, mais bien un mois de planification stratégique. Chacune de vos actions actuelles est un investissement dans la santé et la beauté de votre jardin, qui vous sera rendu au centuple au printemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs conseils. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces erreurs avez-vous déjà commises sans même en mesurer les conséquences? Partagez votre expérience dans les commentaires. Apprenons ensemble